Bonjour et bienvenue dans cette troisième causerie de l'environnement et du développement durable, où nous allons continuer cette série passionnante sur la question de la protection de la nature et de la biodiversité. Donc très heureux de vous retrouver et très heureux de retrouver Rodolphe De Villers, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement et qui nous éclaire sur ce sujet ô combien passionnant à travers sa longue expérience, des questions que nous avons abordées dans le panorama général. Deux premières séquences qui ont dressé un panorama général de ces questions de la protection de la nature. On a fini sur une interrogation philosophique et nous allons aborder aujourd'hui la question de l'érosion de la biodiversité. Bonjour Rodolphe De Villers. Bonjour Monsieur Porlier. Comment allez-vous depuis la dernière fois ? Ça va très bien, merci. Content d'être de retour avec vous. Je suis très heureux aussi de vous retrouver. Alors la question de l'érosion de la biodiversité, est-ce que c'est quelque chose réellement d'observable ? Est-ce que c'est une réalité ? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade de l'érosion de la biodiversité ? C'est une question intéressante. Est-ce que c'est observable ? Je ferai référence à l'érosion des montagnes, par exemple. Si on se met devant une montagne et on la regarde, elle ne s'érode pas. Mais tout dépend un petit peu de l'échelle de temps à laquelle on l'observe. Donc la nature, c'est un peu pareil. Quand on la regarde, on a l'impression qu'elle est un petit peu statique, qu'elle est là. Mais quand on commence à l'observer, à comparer il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans, là, on observe des changements. Et c'est souvent ce qui est un petit peu trompeur en science, c'est qu'on n'a pas une échelle d'observation suffisante pour comprendre ces processus-là. Donc oui, là on commence à avoir du recul et on observe que vraiment on observe des déclins sur un ensemble d'espèces, un ensemble d'écosystèmes dans le monde, qui est une forme de lente érosion de la biodiversité, voire rapide. Dans l'antérosion, sachant que la biodiversité s'est construite dans le temps et qu'elle se déconstruit aussi dans le temps apparemment. Alors qu'est-ce qu'on entend par biodiversité ? Alors, biodiversité, c'est un terme qui semble un petit peu technique, mais qui est en fait très simple. C'est biodiversité, c'est diversité biologique. Donc, ça a été amené, je peux prendre la prochaine diapo un peu pour vous illustrer ça. C'est qu'on a le concept d'espèce, donc des espèces. Donc ici, par exemple, vous avez un tigre, vous avez des ours bruns, vous avez une baleine à bosse, etc. Donc des espèces individuelles. Mais après, ces espèces-là vivent dans des environnements dans lesquels il y aura souvent d'autres espèces. Donc on peut penser au tigre, par exemple, qui va vivre dans une forêt ou au milieu d'une prairie, etc. Et en fait, on peut identifier le nombre d'espèces, et en comptant ces espèces différentes, c'est une manière de caractériser la biodiversité. Donc juste là, ce qu'on appelle la richesse biologique, c'est le nombre d'espèces différentes à un endroit donné. Donc souvent, ça va être la signification la plus simple de biodiversité, c'est ça. C'est combien est-ce qu'il y a d'espèces différentes à un endroit donné, ou dans un écosystème, dans un habitat. Donc quand on parle d'écosystème, là on a finalement ces images nous montrent finalement des écosystèmes. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette notion Qu'est-ce qu'on entend par écosystème d'ailleurs ? Écosystème, c'est pareil, système écologique. Donc ça implique que c'est pas... Alors, quand on parle de l'espèce, donc l'espèce, si on prend par exemple je sais pas, la baleine à bosse en bas à droite, là, sur l'image. Cette baleine-là, c'est une espèce. Elle habite dans un environnement particulier qui est dans la mer, d'une part. Pas partout, parce qu'on va la trouver dans certains endroits dans la mer, pas dans d'autres. Donc elle va avoir le contexte dans lequel elle habite, on appelle ça un habitat. Donc une espèce habite dans un habitat, et ensuite quand on prend cette notion d'habitat, l'espèce et les autres espèces qui aiment un petit peu l'habitat similaire, on commence à parler d'un écosystème. Donc l'écosystème, c'est un ensemble d'espèces qui vont se retrouver en commun dans un environnement et un habitat un petit peu commun. On peut penser les récifs coralliens, par exemple. Donc on va avoir un ensemble de poissons, d'espèces de poissons qui vont se retrouver dans les écosystèmes coralliens. Et est-ce que justement, quand on parle de système, est-ce que par exemple, lorsqu'on parle d'érosion aussi, la disparition d'une des espèces peut finalement avoir des conséquences sur l'ensemble sur les autres espèces ? Alors, ce sont des systèmes qui sont très complexes, c'est vrai, parce qu'il y a des interactions entre ces espèces-là. Donc, il y a des espèces qui vivent avec d'autres espèces, alors par exemple en symbiose. Donc, dans les coraux, par exemple, les coraux, qui sont des animaux, n'arrivent à vivre qu'à l'aide d'une algue qui s'appelle, le terme c'est la zooxanthelle, qui se fixe dessus. Et le corail tout seul ne peut pas vivre sans zooxanthelle. Donc il y a des espèces qui sont un peu complémentaires en symbiose. Ça, c'est l'exception. Il y a plus des espèces qui ont une forme de prédation.
Donc il y a des espèces qui mangent d'autres espèces, hein. Donc par exemple la baleine, elle va avoir besoin de krill, qui est une sorte de micro-organisme qu'on retrouve dans les océans. Mhm. Et c'est certain qu'une espèce, si elle n'a pas sa source d'alimentation, il va y avoir un problème. Donc on peut avoir, souvent la disparition d'une espèce peut avoir des répercussions sur les autres espèces parce qu'elles ont des relations comme ça, soit des relations un petit peu de symbiose, des relations de prédation ou de nourriture, si vous voulez. Voilà, et donc ça c'est un petit peu, si vous pensez au domino là sur une table, c'est quand on commence à mettre en mouvement un domino, et ben après ça va aller sur un autre domino, et puis tout ce qu'on appelle en fait les effets cascades en écologie sur l'écosystème. Ces effets dominos, d'ailleurs, sur des espèces, bon, là, hautement symboliques dans l'image que vous nous présentez avec des animaux magnifiques, mais il y a toutes les échelles, en fait, du micro-organisme jusqu'au au gros mammifère comme la baleine, qui est très symbolique. On est très heureux de voir tous les ans, d'ailleurs, à La Réunion, et j'espère qu'on en verra encore longtemps. Encore faut-il que ces fameux aliments, les krills, je crois que vous avez, qui est l'aliment naturel, soient présents. Comment est-ce que vous mesurez ça aujourd'hui en tant que scientifique? Comment on Bah, évalue si le on krill est évalue. encore là? Si le krill est encore suffisamment disponible, par exemple, pour qu'une espèce comme le mammifère baleine puisse vivre dans des conditions satisfaisantes. Moi, ça, je dirais on évalue ça, on le regarde, on essaie de comprendre les processus en fait qui font qu'une espèce est là ou est plus là ou était là, etc. Après, bon, l'alimentation, c'est quelque chose. L'environnement physique, la température de l'eau, par exemple, ça va être un autre facteur, etc. Donc, c'est des choses qu'on peut mesurer. Pour l'instant, en science, on est plus à essayer de comprendre un petit peu justement cette relation entre les espèces et leur habitat. Quelles sont les variables qui sont importantes? Est-ce que la température de l'eau est plus importante que l'alimentation, est plus importante que l'ensoleillement, est plus importante que, je sais pas, d'autres éléments nutritifs dans l'eau ou d'autres espèces? Voilà, donc ce qu'on mesure, après on a encore une faible compréhension, ce sont des processus qui sont extrêmement complexes. Donc moi j'ai travaillé par exemple sur des espèces dans l'Atlantique Nord, là où certaines espèces en fait sont au milieu de la chaîne alimentaire de 50 ou 100 autres espèces. Donc là c'est comme une pelote de laine, on tire un fil, on ne sait pas trop ce qui va venir avec. Voilà, donc c'est compliqué. Après, ce que je vous montre sur la diapositive ici, c'est effectivement, ce sont des espèces un peu emblématiques. C'est ce qu'on appelle en fait dans le jargon scientifique des espèces charismatiques. Et ça a été pendant longtemps un petit peu l'objet d'attention de la conservation. Donc c'est qu'on se dit quand on veut protéger la nature, on veut protéger la baleine, on veut protéger le tigre, on veut protéger les pingouins, je sais pas, les ours, etc. Et c'est vrai que c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Donc en termes de biodiversité ou en termes d'espèces sur la planète, ces espèces-là auxquelles on pense, ça représente seulement quelques centaines d'espèces sur des millions, quoi, voire peut-être des milliards. Le nombre d'espèces sur la planète encore est assez inconnu parce qu'on en découvre tout le temps. On peut juste avoir des estimations, mais il est énorme. Par exemple, énormément de biodiversité se trouve chez les insectes. Donc dans les forêts tropicales, on n'a pas encore répertorié tout ça. Dans les micro-organismes, vous l'avez mentionné, qu'on peut retrouver par exemple dans les sédiments au fond de la mer. Donc on fait des expéditions scientifiques, on ramène du sédiment, on l'observe sous le microscope, et là on dit tiens, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, on lui donne un nom. On découvre Voilà. une vie inconnue. Donc on découvre énormément d'espèces comme ça à travers les expéditions scientifiques, et en même temps, ces espèces-là, certaines d'entre elles disparaissent, et on se pose des questions un petit peu, voilà, combien est-ce qu'il y a d'espèces? Il y en a qu'on découvre, il y en a qui disparaissent, etc. Donc c'est un petit peu quelque chose de mouvant. À quel moment est-ce qu'on considère que cela fait partie de la biodiversité? Est-ce que les virus, par exemple, font partie de la biodiversité? Biodiversité, c'est ce qui vit, c'est le bio. Donc c'est forcément vivant, tout ce qui est vivant. Tout ce qui est vivant. Et c'est vrai qu'en termes de conservation, on met des valeurs sur ces organismes-là, donc une valeur un peu émotionnelle. J'entendais quelqu'un qui parlait les lémuriens à Madagascar l'autre fois à la radio, et elle disait qu'elle voulait protéger les lémuriens. C'était une scientifique malgache, et elle voulait vraiment protéger les lémuriens, parce que quand elle était enfant, elle est allée, elle a trouvé les lémuriens, elle les trouvait très beaux, etc. Et puis voilà, donc c'est un attachement qui est presque émotionnel. Alors c'est certain qu'on n'a pas le même attachement émotionnel pour des bactéries, des virus ou des cafards, voilà, certaines espèces qui pourtant pourraient très bien être en voie de disparition, pourraient être très importantes en termes d'écologie. Voilà. Donc en termes de protection un petit peu de la nature, on a quand même un héritage qui est des décennies de protéger certains animaux, en général assez grands, assez émotionnellement, on a un attachement envers eux, parce qu'on les voit et on aime les voir. Est-ce que, pour le coup, bon, c'est vrai que la notion de protection de la nature, est-ce qu'elle s'intéresse à cette question de la biodiversité, de l'érosion de la biodiversité,
au travers des activités de l'homme, ou est-ce qu'on s'intéresse aussi à l'érosion de la biodiversité indépendamment des causes humaines? Alors, on s'intéresse à l'évolution des espèces. Donc, ça peut être le déclin, mais ça peut être à l'inverse. On peut avoir des espèces qui vont mieux que d'autres, indépendamment de l'homme et dépendamment de l'homme. Donc, c'est certain que l'homme n'est pas la seule raison. Enfin, voilà. Dans l'histoire de la Terre, les espèces ont évolué, elles ont apparu, elles sont disparues, etc. On est bien avant que l'homme arrive, hein. D'ailleurs, l'homme est arrivé un petit peu sur la scène lui-même Mhm. là-dessus. Donc, l'homme n'est pas forcément responsable de la disparition et encore moins de l'apparition d'espèces sur la Terre. Cependant, ce qu'on observe, c'est que l'homme a quand même un impact très très important sur la vitesse à laquelle on voit de l'évolution de ces populations. Donc, c'est ça. Il y a des espèces qui disparaissent, Mhm. il y a des espèces qu'on retrouve moins à certains endroits. Ces changements vont être accélérés en fait par des activités de l'homme. D'accord, donc il y a une perspective aussi qui est liée à l'histoire de la Terre. Je pense que l'homme est arrivé, donc il a un impact, on le sait aujourd'hui, et les activités humaines ont un impact. Est-ce qu'on peut peut-être faire une approche chronologique un petit peu de ce qui s'est passé ces quelques derniers milliards d'années Oui, sur Terre? ouais, alors il y a une image, une analogie que j'aime beaucoup, qui est celle d'une horloge. Donc une horloge qui aurait dans ce cas-là 12 heures. Où en fait on commence, la Terre serait formée à midi ou à minuit. Et puis en fait on serait maintenant dans le temps présent 12 heures plus tard. Voilà, donc c'est ce que je vous montre ici. Donc la formation de la Terre en haut à midi. Et puis si on suit un petit peu l'horloge dans le sens des aiguilles d'une montre, on va se rendre compte que les premières traces de vie sont arrivées assez tôt dans la vie de la Terre. Donc elles sont arrivées, les premières bactéries, environ à 3 heures, si vous voulez, 3 heures du matin. Euh, Ensuite, ça c'était probable, avéré un petit peu plus vers 4 heures, etc. Et en fait, ce qu'on montre, c'est que la vie est apparue assez tôt, mais les premiers animaux, eux, sont apparus assez tard. Donc là, on arrive vraiment quasiment 10h30 sur notre horloge, donc presque à la fin, où on a les premiers animaux qui sont apparus sur Terre. Et là, donc, on montre qu'en fait, les hommes sont arrivés, eux, encore plus tard. Et l'homme moderne, il me semble que sur une horloge comme ça, il apparaît à 11h59 en gros. Une minute avant minuit. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que même si on se projette, et puis on dit, voilà, il y a 50 ans, c'était il y a longtemps, ou il y a 200 ans, il y a 1000 ans, ou l'homme, il y a 1 000 ans d'années, etc., géologiquement, c'est très court. Sur l'histoire de la planète, c'est extrêmement court, et que la vie sur Terre est le résultat de milliards d'années d'évolution. Voilà. Et qu'en fait, l'homme est apparu vraiment à la dernière minute, c'est le cas de le dire, et que les impacts qu'on a eus sont vraiment à la dernière fraction de seconde dans cette dernière minute. Parce que là, on parle de l'ère industrielle, vraiment l'impact. Il a été montré que les 50 dernières années ont eu plus d'impact que sur toute l'histoire de la Terre avant, en termes d'impact de l'homme sur l'environnement. C'est ça, la présence de l'homme, son expansion démographique. On l'a oui. vu d'ailleurs dans une causerie précédente. On a vu l'impact de la démographie sur l'utilisation de la biomasse. Et donc forcément, puisque tout ça fait système, à un moment donné, ça a forcément une action sur l'érosion de la biodiversité. Voilà. Donc oui, la population mondiale a énormément évolué dans le XXe siècle. Les activités industrielles aussi se sont développées. On a plus de capacité de se déplacer, donc se déplacer en avion, se déplacer en bateau, mais ce qui veut dire aussi qu'on a la capacité d'aller chercher des ressources naturelles qui étaient loin, très loin avant, qu'on peut maintenant ramener. Donc si on a envie d'avoir, je sais pas, des tomates fraîches ou du riz, on peut aller le chercher en Asie au lieu de le faire cultiver ici. Donc on a une relation à l'espace qui est très différente. Qui a fait que dans ce dernier siècle, en fait, on a eu un tas d'activités en tant que société sur la nature qui ont été assez dévastateurs. Et ces impacts sont extrêmement rapides par rapport au rythme à laquelle la vie a évolué sur Terre. Donc la vie a pris des milliards d'années à se développer, mais on est arrivé à très rapidement. Alors il y a des chiffres, il me semble, c'est à peu près 70% des évolutions. Une estimation qui a été faite qu'à peu près 70% de la vie sur Terre a disparu dans les 50 dernières années. Alors, on ne parle pas en nombre d'espèces, Oui. c'est pas des disparitions d'espèces, mais c'est des disparitions d'individus, de populations. Une population, Ouais. oui. D'accord. Est-ce qu'on voit apparaître, d'ailleurs, cette horloge, elle est très intéressante, les premières bactéries donc, qui arriveraient à peu près à 3 heures à 3 heures. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit apparaître de nouvelles espèces? Il y a eu une érosion, donc c'est-à-dire qu'il y a des disparitions de certaines espèces, mais il y a aussi
ou si ce n'est pas une disparition, c'est un affaiblissement du nombre d'individus. Mais est-ce qu'on voit apparaître de nouvelles... Est-ce que ce processus d'évolution existe toujours? Est-ce qu'on voit apparaître de nouvelles espèces? Alors, le processus d'évolution, il ne s'arrête pas du fait de l'homme, là, il Mm. existe toujours, mais à notre échelle, On ne le voit pas. on ne le voit pas. Parce qu'en fait, temporellement, on regarde une petite fenêtre de temps, etc. C'est Donc, voilà. En général, ces évolutions sont faites de différentes manières, dont de mutations génétiques, etc. On n'est pas capable de voir. Ce qu'on voit, nous, c'est qu'on découvre des espèces qu'on ne connaissait pas, qui existaient déjà, mais on les a jamais observées. Donc ça arrive, on découvre énormément de nouvelles espèces, mais est-ce que des nouvelles espèces sont produites? Ça, on n'est pas capable de le voir. Enfin, voilà, C'est un peu comme l'érosion, ça Ouais. ne peut pas s'observer. En fait, C'est ça. c'est à Voilà. une autre échelle C'est de notre temps. échelle de temps. Une autre échelle de temps. D'accord, donc ça c'est vraiment extrêmement passionnant. Et donc l'impact, parce qu'on parle d'érosion, mais où est-ce qu'on observe aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut observer? Comment est-ce que vous observez cette érosion? Et notamment l'érosion qui est due ou qui peut être due potentiellement à l'activité humaine ou à la présence humaine. Oui. Alors, globalement, je pourrais dire que les activités humaines ont un impact partout sur la planète. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est présent partout sur la planète, mais on a des activités. Alors voilà, si on a une maison, une voiture et on prend le bus, etc., et puis le gaz carbonique qui émane un petit peu de nos activités va se retrouver dans l'atmosphère, va voyager dans l'atmosphère, va contribuer au réchauffement climatique partout sur la planète, incluant les endroits les plus reculés de l'Antarctique. Voilà. Donc en fait, l'homme a impacté la planète partout, mais de manière assez hétérogène. C'est-à-dire que ce n'est pas uniforme. Donc là, je vous montre une carte là, voilà, où vous voyez un petit peu le niveau d'impact que l'homme a eu sur la Terre. Donc les scientifiques ont mesuré ça en regardant un petit peu différents types d'impact. Donc ce que vous avez en vert, c'est ce qui a été très peu impacté, ce qui est considéré comme sauvage en fait. En vert clair, c'est relativement intact, et en rouge, c'est dégradé. Voilà. Donc ce qu'on voit, si on regarde la carte de manière très générale, il y a quand même beaucoup de rouge, hein, mais pas que. Donc on voit qu'il y a des endroits qui sont très rouges, comme l'Europe, par exemple, si je vous montre rapidement. Donc des endroits où il y a beaucoup de population. Hein. On pense à l'Inde, on pense à la Chine, les États-Unis et surtout l'Est des États-Unis où est concentrée la population, etc. Et on voit d'autres endroits qui sont un peu plus naturels. Par exemple le Groenland, le nord du Canada, le nord de la Russie, etc. Mais aussi les déserts, alors Sahara, le désert en Australie ou la forêt amazonienne. Donc qui ne sont pas homogènes, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces différentes régions, il y a quand même des endroits qui sont impactés plus ou moins, mais qui sont assez protégés. Et en fait, ce que ça montre, cette carte-là, elle vous montre un petit peu une relation inverse par rapport à la population. C'est que si on prenait une carte de la population mondiale, on verrait un peu la même chose. C'est qu'on verrait que la population, elle est forte en Europe, elle est forte en Asie, elle est forte aux États-Unis, etc. Donc ça montre vraiment la relation entre les populations humaines et la nature. C'est que quand on y est, on la dégrade, et quand on n'y est pas, elle est plus ou moins protégée. Voilà, donc les bastions un petit peu de nature qui existent dans le monde sont des endroits en fait où on n'a pas vraiment accédé parce que c'est des montagnes, hein, ici par exemple, l'Himalaya, parce que c'est des déserts, Mais ce sont des zones inhabitables. parce que c'est des forêts qu'on n'a pas encore, dans lesquelles on n'a pas trop pénétré, ou parce que c'est des endroits qui sont très froids, dans le nord, voilà. Donc ces endroits-là qui ne sont pas forcément propices aux habitations sont encore des réservoirs un petit peu de biodiversité, de nature un peu plus originale. Et les endroits où on a eu beaucoup de développement de population sont des endroits qui ont été beaucoup plus dégradés. Alors, l'empreinte humaine est quand même considérable. On le voit, ça apparaît donc à 11h59 et quelques millisecondes, etc. L'empreinte humaine étant aussi importante, je crois que dans la préparation de l'émission, vous me parliez on parle de sixième grande extinction des... Enfin, je veux dire qu'il y a eu des périodes effectivement d'extinction, l'époque des dinosaures avec l'hypothèse de la météorite qui aurait éliminé une grande partie de ces populations. Aujourd'hui, est-ce qu'on est vraiment sur une extinction de masse aussi importante? Certains scientifiques pensent que oui, je dirais que beaucoup de scientifiques pensent que oui, en fait ça a même été mesuré. Donc dans l'histoire de la Terre, la vie s'est développée, mais il y a eu des phases où la vie a un petit peu décru de manière très très rapide.
Ça a été identifié comme des extinctions de masse. Donc il y en a certaines, il me semble, c'était quasiment 90% des espèces sur Terre qui ont disparu, voilà, sur des événements qui peuvent être très rapides. Alors ces événements-là ont des causes différentes. Alors l'extinction des dinosaures, vous mentionnez, qui est la 5e grande extinction de la Terre, on soupçonne très probablement que c'est une météorite qui a atterri au Mexique qui aurait causé ça. Voilà, il y a d'autres extinctions avant qui étaient un petit peu d'autres causes. Alors on a eu par exemple une augmentation de l'activité volcanique sur la Terre. Donc la Terre, à l'intérieur de la Terre, il y a des processus qui font qu'il y a eu un volcanisme plus important, qui a relâché plus de gaz dans l'atmosphère, qui ont fait qu'en fait le réchauffement du Soleil était plus faible, que la température a baissé et que ce n'était pas propice. Voilà. Donc ces changements environnementaux ont mené à des déclins très rapides de la biodiversité. Et ce qu'on observe maintenant, nous, à cause de l'homme, a été associé par beaucoup de scientifiques à des déclins qui sont un petit peu similaires en termes de rapidité. Parce que je le disais, on parle de 50 ou 100 ans sur une histoire géologique qui est énorme. Donc c'est des déclins qui sont très 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 rapides et qui n'ont pas encore mené trop à des extinctions d'espèces. Donc on n'a pas tant d'espèces que ça qui ont disparu, mais on a des zones d'habitat, c'est-à-dire que les espèces sont encore là, mais elles sont beaucoup moins nombreuses et sur des superficies beaucoup plus faibles qu'elles étaient avant. Ces zones d'habitat, elles sont de moins en moins nombreuses, et donc ce qui peut expliquer effectivement une adaptation des effectifs, du nombre d'individus et de ces espèces sur des zones plus... Elles s'adaptent finalement à leur nouvelle situation. Elles s'adaptent ou elles ne s'adaptent pas. Et si elles ne s'adaptent pas, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, des espèces qui avant pouvaient parcourir des prairies énormes, etc., vont maintenant se retrouver dans certains parcs nationaux ou certains fragments d'habitat, etc. Donc on peut... l'environnement naturel où les espèces se développaient a évolué beaucoup et c'est entre autres fragmenté, c'est-à-dire que chaque fois qu'on construit une route, qu'on développe des maisons, etc., on va diviser un petit peu l'environnement naturel de certaines espèces qui vont faire qu'elles ne peuvent plus vivre de la manière dont elles vivaient avant, elles ne peuvent plus se déplacer librement, aller chercher leur nourriture librement, etc. Elles vont rencontrer des obstacles, et ce qui va diminuer leur capacité à survivre, à se reproduire, etc., et mener graduellement au déclin de ces espèces. Et des espèces qui sont reliées, parce que comme je le disais, il y a des interactions entre espèces. C'est ça, il y a les interactions, voilà. Tout ça fait système. Donc c'est observé, certains scientifiques pensent même qu'on est face à une 6e extinction de masse, ce qui est quand même, et qui serait du coup, dont la responsabilité viendrait de l'homme, ce qui est quand même, pour le coup, extrêmement problématique. On a aujourd'hui le nouveau rapport du GIEC qui parle de réchauffement climatique, et donc effectivement les conséquences de ce réchauffement climatique, s'il n'est pas maîtrisé à très court terme, forcément ont un impact sur la biodiversité. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui justement sur ces risques d'extinction d'espèces ? Est-ce qu'on peut effectivement faire un panorama de ces risques, de ce que l'on connaît en tous les cas ? Oui, c'est des choses qui sont mesurées. Alors il y a une organisation internationale qui s'appelle l'IUCN, ou l'UICN, dépendant si c'est en français ou en anglais, mais qui est basée en Suisse et qui est une organisation internationale dont un des projets, un petit peu, ça fait longtemps, c'est qu'ils ont dressé ce qu'ils appellent une liste rouge des espèces. C'est qu'ils essayent d'évaluer, alors je vais vous montrer un petit graphique ici, mais ils ont essayé d'évaluer le risque d'extinction ou le niveau de santé, si vous voulez, de différentes espèces. Donc ils ont une évaluation. Alors par exemple, ils vont prendre une espèce et ils vont aller chercher des données historiques sur l'espèce, où est-ce qu'elle était trouvée avant, c'est l'habitat, quelle était la taille des populations. Alors si on pense, je sais pas, aux baleines, les baleines à bosse ou les baleines bleues, combien il y en avait il y a 50 ans, il y a 100 ans, à partir de différentes sources de données, il y a 10 ans, il y a 5 ans. Et à partir de ça, ils vont mesurer le déclin, ils vont mesurer les changements en termes d'espace qui est occupé par ces espèces-là, et ils vont les catégoriser. Alors c'est ce que vous avez en bas de ce graphique-là. Ils vont les catégoriser, donc ce sont les couleurs qui sont en bas, dans différentes catégories. En allant de la droite, qui veut dire en gros ça va bien, c'est vert, et puis en allant vers la gauche jusqu'à complètement éteinte à l'état sauvage, ce qui veut dire que l'espèce pourrait être présente dans certains zoos, etc., mais pas dans la nature. Donc passant de préoccupation mineure à quasi menacée, vulnérable, en danger critique d'extinction. Et donc voilà ce que vous voyez sur ce graphique-là, c'est différents types d'espèces à gauche, et puis un petit peu comment ça se décline en fonction de ces catégories-là. Donc si je prends par exemple, je sais pas, les gastéropodes, alors gastéropodes c'est les escargots par exemple, on voit qu'en général ils sont
en assez bonne santé. Il y a énormément de vers. Donc préoccupation mineure pour beaucoup. Une partie qu'on ne connaît pas, qui est le gris. Et en fait, les espèces qui sont en danger sont moins nombreuses, ou du moins c'est moins de 10%. Mais par contre, si on regarde les amphibiens, par exemple, hein, les grenouilles et puis tout ça, là on voit qu'il y en a 30% qui, eux, sont en danger critique ou en danger ou vulnérables. C'est ça. Donc le message ici, c'est qu'il existe beaucoup d'espèces sur la planète, et il y en a qui sont plus ou moins impactées, en fait, ou plus ou moins en danger par rapport à nos activités. Et ça, c'est donc ici on voit des regroupements, des tendances. Alors, je pourrais parler des requins et des raies, par exemple, également, dont désolé, des requins et des raies. Qui en fait ont eu un déclin, pas forcément au niveau du nombre d'espèces, donc c'est pas forcément que des espèces disparaissent, mais leur nombre, la population, le nombre d'individus en fait dans chaque espèce a décliné de manière dramatique. On parle de 80-90% pour beaucoup d'espèces. Et c'est justement ces risques d'extinction, ce graphique, il met en évidence l'impact de l'activité humaine, ou est-ce qu'il prend de façon plus générale finalement un certain nombre d'autres paramètres? Est-ce qu'il n'y a que l'activité humaine qui est mesurée dans ce type de graphique, ou est-ce qu'on regarde aujourd'hui la situation à un instant T de la Terre et puis on mesure les risques sur des individus et des espèces? Alors non, c'est pas uniquement que l'activité humaine là, qui peut résulter un petit peu dans ces catégories-là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend des espèces, on les étudie scientifiquement pour essayer de voir leur évolution sur le long terme, et ensuite on va les catégoriser en fonction de leurs tendances. Ces tendances-là, il y a des espèces qui peuvent disparaître pour d'autres raisons que les activités humaines. Je dirais que c'est plus l'exception par contre, hein. Oui. Parce que les scientifiques étudient aussi les causes un petit peu de ces changements-là. C'est ça. Et généralement, la cause est quand même... alors en bioterrestre, par exemple, c'est la destruction d'habitat est la cause numéro 1. Alors destruction d'habitat, c'est quoi? C'est quand je sais pas, par exemple, on coupe une forêt pour faire un quartier résidentiel. Voilà. Mais dans cette forêt-là, il y avait des espèces, il y avait des plantes, il y avait des arbres, il y avait des oiseaux, il y avait des chenilles, il y avait plein de choses qui n'ont plus accès à cet habitat-là. Donc la destruction d'habitat est vraiment la première raison un petit peu de l'évolution de beaucoup d'espèces en milieu terrestre. 30 minutes, c'est la durée d'une causerie et ça passe très très vite. Évidemment, le sujet est loin d'avoir été complètement abordé dans l'ensemble de ces dimensions. On voit qu'on est face à des problématiques complexes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire finalement de nos capacités d'agir par rapport à ça aujourd'hui pour améliorer les choses? Qu'est-ce qu'on est en mesure de l'humain en général au travers de sa capacité d'agir? Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour faire en sorte que l'érosion soit un petit peu moins prononcée? Donc, dans les 50 dernières années, je dirais, on a fait un constat. On s'est rendu compte que la biodiversité diminuait et que l'homme était responsable d'une grande majorité de ce déclin-là. C'est un petit peu, on pourrait faire un parallèle avec les changements climatiques, hein. C'est qu'on s'est rendu compte que les injections de gaz carbonique et d'autres gaz dans l'atmosphère est largement causées par l'homme. Les solutions, on en a toute une boîte à outils, toute une panoplie, alors que ce soit les parcs nationaux, que ce soit essayer de décourager un petit peu la chasse à l'éléphant et le commerce de l'ivoire, etc. Donc qui des fois ont des impacts qui des fois fonctionnent très bien. Donc on a vu des espèces qui étaient quasiment presque à niveau de la disparition et qui ont réapparu et qui maintenant sont relativement en santé. Et on a vu d'autres espèces qui ont complètement disparu, hein, l'exemple du dodo sur l'île Maurice qui est un exemple local. Donc c'est ça, mais ce qu'on se rend compte, c'est que sauver une espèce ou protéger une espèce n'est pas une fin en soi, parce qu'en fait, on a cette complexité des écosystèmes. La nature est très complexe et il y a des interrelations entre ces espèces-là qu'on comprend encore mal. Donc, de plus en plus, les scientifiques se disent sauver une espèce, protéger une espèce, c'est bien, mais protéger un écosystème, c'est mieux. Et pour ça, il faut arriver à avoir un petit peu un mécanisme de protection générale dont les parcs nationaux qui peuvent fournir. Donc c'est que dans un parc national, on ne va pas forcément protéger juste le lynx ou l'ours, mais on va protéger un petit peu les plantes et voilà, donc les arbres, les fleurs. On va dire aux gens cueillez pas les fleurs, on va dire à l'industrie venez pas couper les arbres. Voilà, donc on va protéger de manière plus systémique un petit peu les écosystèmes. Ce qui a un impact qui a été montré, qui était un petit peu plus efficace que d'avoir des actions un petit peu spécifiques sur des espèces spécifiques.
Donc la protection de la nature au travers de ces parcs, c'est déjà quelque chose qui existe, qui porte certainement des effets intéressants, qui seront abordés, je pense, dans d'autres causeries. On y reviendra. Nous arrivons au terme de cette émission. Rodolphe de Villers, merci beaucoup encore une fois pour tous ces éclairages, toutes ces informations. C'est passionnant. Et puis je vous propose de nous retrouver très prochainement pour une prochaine émission. Ça sera avec plaisir. À vous toutes et tous, eh bien, rendez-vous donc pour une prochaine causerie qui sera la 4e causerie de la collection environnement et développement durable, où nous approfondirons les sujets qui ont été abordés dans ces 3 premières causeries. À très bientôt.